masterclass porte un enjeu de taille pour les entrepreneurs et qui tourne autour de la question la qualité. Est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est un levier? La qualité, mesdames et messieurs, au final, est-ce que ça représente un coût supplémentaire? N'est-ce pas une complexité de plus dans un environnement qui est déjà contraint? Ou au contraire, est-ce une clé pour l'ouverture vers d'autres marchés? Est-ce un investissement pour catalyser l'accélération? Mais surtout, qu'est-ce que ça change réellement pour les entrepreneurs, pour les coopératives qui produisent ici à Madagascar? Au fond, cette question sur la qualité, ça touche le processus de transformation d'une économie qui de base est de survie vers une économie de compétitivité. En soi, la qualité ne se décrète pas et on va le voir tout au long des débats autour de cette masterclass. La qualité, ça se construit, mais surtout, ça demande la mobilisation d'un écosystème. Un écosystème qu'on peut lire à 3 niveaux. Au niveau macro, vous allez retrouver les règles, les normes, les standards qui structurent le marché, mais surtout qui conditionnent l'accès à l'export, mais également au marché local. Au niveau méso, on retrouvera toutes les organisations qui accompagnent, qui structurent, qui connectent au final les entrepreneurs aux opportunités. Et enfin, au niveau micro, où l'on retrouvera les entrepreneurs eux-mêmes qui font de la qualité non pas seulement un choix opérationnel, mais aussi une décision stratégique, un pari. Et aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'avoir 4 panélistes de premier plan sur ces 3 niveaux-là. Au niveau macro, Madame Zarassou Rakoutomaïef, directeur du Bureau des normes de Madagascar. Au niveau méso, la présidente de la CCFM, Madame Joanne Raarnous. Au niveau méso également, représentante des grandes distributions aujourd'hui, Madame Mireille Ranjianaran, nous représentant aujourd'hui du magasin E. Et au niveau micro, mesdames et messieurs, un bénéficiaire de l'ODOF, Ambatun Razak, qui est un producteur qui n'est plus à présenter, je pense, Monsieur Asna Rasloufouartséen, agronome de formation, et dans l'Icopor, les ketchup font déjà l'objet d'exportation aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue, chers panélistes. Peut-être pour marquer les échanges, si vous le permettez, on va faire un tour de table de 2 à 3 minutes. On va commencer par Madame Zarassou, et après on va enchaîner, et après on va entrer dans les vifs des débats. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour aux panélistes qui vont intervenir ici dans ce masterclass. Bonjour à nous tous qui sommes ici. Je m'appelle Zarassou Sidjaka Rakoutomaïef. J'assure la direction générale du Bureau des normes de Madagascar. Étant gestionnaire de formation, j'ai été admis à l'ENAM en tant que commissaire du commerce et de la concurrence. Et depuis 2014, où je suis entrée dans l'administration, j'ai été toujours au niveau du Bureau des normes de Madagascar. En fait, je suis vraiment convaincue de l'importance de la qualité, de la normalisation et de tout l'enjeu et de tout l'impact que ça pourrait avoir sur le développement de notre pays. Alors, jusqu'à présent, j'y ai dédié toute mon carrière. Merci. Merci beaucoup, Madame Rakoutomaïef. Monsieur Rasloufouartséen, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à notre public aujourd'hui en 2-3 minutes, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je m'appelle Rasloufouartséen Yassine. Je suis un ingénieur agronome, spécialisation en nutrition et technologie agroalimentaire. Puis, je suis aussi titulaire d'un magistère en agribusiness. Avant d'entreprendre, j'ai travaillé pour des entreprises malagasy basées en Antananarivo en tant que responsable de recherche et développement et chef de production. Puis après, je me suis lancé dans la consultance pour quelques projets et particulièrement pour le ministère de l'Agriculture et l'Élevage. C'est en 2023 que j'ai commencé à entreprendre de manière professionnelle avec mon équipe.
quand on a créé l'entreprise Licoper, qui est connue en tant que Wodof dans Matrazak actuellement. Et jusqu'à maintenant, c'est moi qui assure la direction de l'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Raslou Fortieno. Maintenant, Madame Joanne Raarnoussi, est-ce que vous nous présentez un peu également la CCIFM, mais également votre vision et votre parcours? D'accord. Bonjour à tous. Donc, je suis Joanne Raarnoussi. Je suis actuellement donc présidente de la Chambre de commerce de l'industrie France-Madagascar. Nous regroupons aujourd'hui près de 450 membres, tous secteurs d'activité confondus. Nous faisons partie du réseau CCIFI, donc Chambre de commerce de l'industrie France internationale, dans laquelle en fait on est représenté dans 96 pays dans le monde à travers 126 chambres. Et l'objectif, entre autres, en tout cas, des chambres de commerce, c'est vraiment la création de réseaux, mise en réseau donc de l'ensemble des entreprises qui composent ces chambres. Il y a près de 60 000 entreprises en tout. Et par ailleurs, c'est promouvoir également donc toutes ces entreprises, pour celles qui le veulent, à aller vers l'exportation. Donc le sujet de la qualité, effectivement, c'est quelque chose d'assez important, puisque la qualité est un premier gage pour pouvoir accéder au marché. Voilà. Merci beaucoup, Madame Raarnoussi. Maintenant, Madame Rangia Narana, les magasins U, c'est parmi les plus grandes distributions à Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus aussi de cette structure, mais aussi de la conviction et de la mission que vous portez aujourd'hui? Bonjour à tous et merci à Meraka pour cette initiative et de m'avoir invitée. Donc moi je suis Mireille Ranjanar, directrice marketing et communication des magasins U. Aujourd'hui on a 10 magasins, donc 7 Super U et 3 U Express, Satana, Antirabé, Majanga et Tamatav. Peut-être qu'on entrera dans le vif du sujet tout à l'heure sur la partie qualité, mais en tout cas aujourd'hui mon objectif dans cette masterclass c'est de vous montrer que derrière chaque exigence, il y a une opportunité commerciale. Et donc, la qualité n'est pas tant une contrainte qui coûte cher, mais surtout un levier qui permettrait aux entrepreneurs de vendre mieux et durablement surtout. Voilà. Donc, j'ai hâte d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Ce qui nous amène à entrer en fait dans le vif du sujet. Dans un premier temps, on va d'abord essayer de comprendre ce qui est la qualité, ce que ça implique. On va dessiner les contours pour poser les bases des échanges. Donc je vais m'adresser naturellement dans un premier temps à Madame Rakoutmaïef. Tout le monde parle de qualité, mais peu de gens à Madagascar savent réellement qu'il existe un organisme officiel et institutionnel qui est dédié à cela. Donc ma question c'est concrètement, qu'est-ce qu'une norme? Quelle est la différence entre normes, certification, NMG et une réglementation obligatoire? Et surtout, quel est le rôle du bureau des normes à Madagascar dans toute cette thématique et ce domaine-là, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, à Madagascar, nous avons le Bureau des normes de Madagascar, qui est l'organisme national de normalisation reconnu et qui représente l'ISO au niveau du pays. Le Bureau des normes est un établissement public qui est sous tutelle du ministère en charge du commerce et de la consommation. Nous sommes en charge d'élaborer et de développer tout ce qui est normes nationales. Nous effectuons également des travaux au niveau régional, dans tout ce qui est normalisation, et aussi au niveau international, que ce soit au niveau de l'ISO ou au niveau de l'IEC. À part les travaux de normalisation, nous réalisons également des formations et des accompagnements en matière de qualité et de normalisation. Nous réalisons la certification nationale des produits conformément aux normes que nous avons élaborées. Et dernièrement, nous effectuons également différents types d'évaluation de conformité par tierce partie, que ce soit en termes de labellisation ou d'autres types d'évaluation de conformité. Nous réalisons cela au niveau du BNM. Alors, si on parle un peu de normes, c'est un document
élaboré de manière consensuelle et qui définit les caractéristiques de qualité d'un produit et qui est fait pour résoudre un problème social quelconque, que ce soit un produit, un service ou même un système de management. La norme est élaborée pour résoudre et pour donner un résultat optimal, une solution optimale pour la société. Et cette norme-là est d'application facultative. C'est ce qui est bien à souligner. Ce que nous faisons au niveau du Bureau des normes de Madagascar, alors c'est d'application facultative et nous coordonnons les travaux, mais nous faisons appel à des experts des différentes parties prenantes qui sont intéressées et qui sont prenantes dans le secteur à normaliser. Et ce sont eux qui vont se mettre d'accord sur les caractéristiques à accepter comme étant de qualité à Madagascar. J'ai parlé un peu de qualité, les caractéristiques qui seront de qualité. Ça veut dire que la norme est un outil de qualité. C'est dedans qu'on va voir quelles sont les caractéristiques acceptées par consensus comme étant acceptable à Madagascar et accepté par les parties prenantes. Et quand on parle de qualité, l'ISO, qui est l'organisme international de normalisation, a donné une définition de la qualité, et comme quoi la qualité est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à répondre aux besoins intrinsèques ou bien d'un besoin, d'un besoin spécifié qui a été énoncé par d'autres parties prenantes. Alors c'est la définition donnée par l'ISO et l'enjeu de la qualité pourra se faire ressentir que ce soit dans tout ce qui est performance, dans tout ce qui est durabilité, esthétique, mais surtout cette question de conformité par rapport aux besoins et aussi de conformité par rapport aux normes. Ça aura un impact surtout sur la protection des consommateurs, mais également on a parlé de marché sur le développement au niveau international. Merci beaucoup, Madame Koudmaïef, pour cet ancrage à la fois opérationnel, mais aussi surtout ancré dans la législation existante, mais toujours dans cet aspect opérationnel, Madame Ranjanaran. Chez Super U et U Express, la qualité est un filtre immédiat. Alors concrètement, qu'est-ce que cela recouvre et quel est le premier élément qui peut faire accepter ou refuser un produit dans vos enseignes? D'accord. Déjà, il est très important de noter que le référencement, les critères de référencement restent les mêmes pour un produit local ou pour un produit non local. La différence, c'est surtout au niveau des produits des grandes industries et les produits des PME ou les artisans qui veulent passer en pré-industrie. Aujourd'hui, nous travaillons par exemple avec le CIM, le syndicat des industries malagasy, où on référence des produits labellisés Malagasy Niantic. Mais derrière, on travaille aussi avec des produits, avec des entrepreneurs qui produisent des produits Vita Malagasy, mais pas forcément labellisés Malagasy Niantic, comme le miel, les noix de cajou, etc. Donc la différence, c'est surtout entre ces deux types de produits. La qualité dans les GMS, en tout cas je parle pour les magasins U, ce n'est pas le premier filtre de référencement. Le premier filtre de référencement, c'est une question: est-ce que le produit répond à un besoin? Est-ce que le produit il répond à une demande? Ça, c'est le premier filtre. Je vous donne un exemple très concret. À l'ouverture des magasins U, on a introduit des légumes surgelés dans nos magasins. Mais finalement, y a une demande, mais la demande, elle est moindre parce qu'on a des légumes frais, on a de beaux haricots verts, on a de belles tomates, etc. Donc du coup, on a dû supprimer petit à petit ce produit. Donc le premier filtre pour nous, c'est ça, c'est la demande et le besoin.
Ensuite, quand un entrepreneur ou une coopérative vient frapper à nos portes, il nous présente plus qu'un produit. Il nous présente une passion, il nous présente un terroir, il nous présente une histoire. Et c'est cette histoire en fait qui crée la demande. Et une fois en rayon, cette passion, elle ne suffit pas. Parce que entre divers produits, ce qui est important, c'est la confiance. Et c'est là en fait que vient le filtre de la qualité. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la qualité comme une procédure compliquée, hein, mais pour nous, dans la grande distribution, la qualité, c'est tout simplement la promesse tenue par les entrepreneurs. Donc, je parle ici de promesse, le promesse du produit, qui doit être l'exact de son nom. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'un croissant, hein. Moi, si j'achète un croissant, si un client achète un croissant dans nos magasins, parce que d'ailleurs, nous, on produit des croissants, donc là, je ne toucherai personne. Si j'achète un croissant dans nos magasins, le client, il s'attend à avoir un croissant avec une texture de croissant, une forme de croissant et le goût d'un croissant. Donc là, c'est le produit qui répond à son nom. Et puis, il y a aussi la promesse induite, la promesse non dite ou induite. Donc moi, je veux un croissant, mais qu'il soit aussi un croissant frais du jour et qui soit chaud, on va dire. Et il y a aussi la promesse de constance, de qualité. C'est-à-dire, le croissant que j'ai acheté aujourd'hui, si j'achète un autre la semaine prochaine, ce sera le même goût, la même forme, la même texture. Ensuite, on a la promesse de la disponibilité. C'est-à-dire que si j'achète... Moi, j'aime bien les croissants, hein, on va dire. J'achète mon croissant aujourd'hui. La semaine prochaine, je veux retrouver ce produit. Il faut que j'arrive à le retrouver au même endroit, dans le même magasin où je vais habituellement. Donc ça, c'est la constance de la disponibilité. Et aussi, il y a la promesse sur les informations. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... En fait, le packaging, il est très important. C'est-à-dire qu'une fois en rayon, votre packaging, en fait, ce sera le vendeur muet de votre produit. Donc, sur le packaging, il faut qu'il y ait les informations claires et transparentes sur le produit. Et enfin, il faut que le produit il réponde aux impératifs des GMS, c'est-à-dire en libre service. Je prends un exemple, je ne vais plus reprendre le croissant, mais on va prendre un exemple de glace. Une glace que vous vendez dans un kiosque pour consommation immédiate, ce ne sera pas présenté dans la même boîte en GMS. Parce qu'en GMS, il faut qu'il y ait au moins un opercule dessus, parce que ça peut tomber jusqu'à l'arrivée en caisse, quelqu'un peut mettre son doigt dedans, ça peut arriver, mais c'est moindre, hein, je ne dis pas que ça arrive souvent. Mais donc, ça doit répondre à un impératif de libre service. Donc, le premier filtre pour nous, c'est la demande, et puis après, la qualité qu'on définirait par une promesse tenue. Voilà. Merci beaucoup, Madame Rangianaran. Et ça m'amène en fait là, cette richesse de la vision opérationnelle, c'est tout ce qu'on attend aussi d'une lecture niveau méso à l'interface du producteur, mais aussi du marché directement. Et toujours dans ce champ méso, on a aussi aujourd'hui l'immense honneur d'avoir la CCIFM qui est au cœur de l'accès aux marchés régionaux et internationaux. Madame Raarnoos, concrètement, comment la qualité devient-elle un critère déterminant? Et quelles sont les premières exigences qui s'imposent aux entreprises malgaches à l'export aujourd'hui, selon la lecture de la CCIFM et des observations des 400 entreprises, 450 entreprises qui sont membres aujourd'hui? Alors déjà au niveau je dirais peut-être pour commencer, des activités de la CCIFM. Donc nous avons un service d'appui aux entreprises qui est là, qui est un service justement qui met en place un certain nombre d'outils vis-à-vis de nos membres. Pour revenir à la qualité, pour l'aborder, je dirais, de manière plus concrète, la qualité pour nous, c'est vraiment aussi la capacité, je dirais, à proposer un produit sûr, conforme aux exigences, aux normes, et avec un produit qui soit, d'une certaine manière, de toute façon, donc durable pour le marché. En matière d'exportation, et c'est aussi donc un appui que nous apportons, donc que ce soit pour nos entreprises qui sont membres, ou voire aussi pour d'autres entreprises qui font partie du réseau CCI, puisque parfois on nous demande justement des études de marché, on nous demande
d'identifier des produits ou des circuits de produits qui peuvent répondre à leurs besoins pour exporter. Donc c'est aussi, évidemment, c'est la maîtrise de la qualité, la fiabilité et la sécurisation, je dirais, de la traçabilité, et aussi, évidemment, avoir quelque chose qui peut amener une production qui soit régulière et qui puisse donc répondre à une intégration d'un marché global. Il y a ça d'une part. Et puis, au niveau de tout ce qui est exigence au niveau international, les marchés imposent des exigences. Et ça fait partie évidemment de la norme, ça fait partie de la qualité. Et le respect de ces normes est très important parce que ça sécurise encore une fois le marché et surtout principalement dans le secteur agroalimentaire. Et ça, là-dessus, on ne peut pas faire autrement. On parle beaucoup de normes européennes. Aujourd'hui, la CCFM travaille et fait pas mal de lobbying justement pour essayer aussi de mettre en place des normes, je dirais, régionales. Pourquoi pas un label régional? Et dans ce label, c'est aussi une exigence, je dirais, qu'on pourrait axer, donner la possibilité à nos membres, ceux qui veulent exporter, notamment à des laboratoires, de telle manière dont des laboratoires, que ce soit à Tana ou sur les provinces, de telle manière à ce qu'on puisse répondre rapidement à ce label, je dirais, régional. L'idée n'est pas justement de contrer ou concurrencer, par exemple, la norme européenne, c'est justement élever, niveler vers le haut, de telle manière à ce qu'on puisse répondre à cette exigence de marché et aussi grandir. Et dans ces normes, notamment, donc c'est tout ce qui est respect des normes d'hygiène, de sécurité, de traçabilité, d'étiquetage également des produits, respect des normes, notamment des pays cibles, parce que certains pays ont des exigences à part entière, un emballage adapté. Donc je pense que Madame l'a dit tout à l'heure, l'emballage c'est déjà quelque chose c'est le premier vendeur, même qui ne parle pas. Et puis, il faut savoir que la qualité, c'est vraiment aussi un levier de croissance pour ces entreprises, parce que si elle est maîtrisée, elle renforce la crédibilité des entreprises, la confiance au niveau du marché, c'est-à-dire que un client qui n'est pas sûr, je dirais, de son circuit d'approvisionnement, ça crée du stress, ça peut créer des frustrations, parce que in fine, il y a une exigence du client final qui a envie de retrouver son produit soit dans les rayons, soit dans une épicerie, et ça favorise évidemment tout ce qui est relations commerciale qui soit pérenne. La structuration aussi, je dirais, de la norme et de la qualité constitue donc un levier stratégique de croissance qui facilite donc le marché régional, le marché à l'international. Le rôle de la Chambre de commerce, l'industrie France-Madagascar, à travers son équipe, donc on a un rôle aussi de facilitateur, de mettre en relation donc à travers le réseau les clients et les fournisseurs. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Et puis aussi de mettre en place un standard international. Parmi nos membres, nous avons notamment l'EcoCert. Donc c'est aussi une mise en réseau qu'on peut mettre en place à travers, je dirais, les coopératives ou à travers les entreprises qui souhaitent exporter pour être certifiées. Nous avons également Cimabio qui fait partie aussi de nos membres, et par ailleurs à travers les programmes que nous mettons en place avec les partenaires techniques et financiers, ces programmes peuvent également être, je dirais, une piste à la fois de mise en réseau et à la fois aussi d'accès au marché suivant un certain nombre d'exigences. Et on est là évidemment pour connecter, je dirais, au niveau régional ou pourquoi pas aussi au niveau national, puisqu'il peut avoir, je dirais, une création de valeur entre les sociétés où on fait la collecte, ceux qui produisent, ou des sociétés qui font la collecte et qui ensuite fournissent à d'autres entreprises qui sont là principalement pour faire de l'exportation. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce qui m'amène en fait à me tourner vers Monsieur Rasloufouartien. Vous produisez localement, vous gérez une coopérative de collecte de tomates
via des producteurs locaux. Alors ma question, c'est la qualité au départ. Donc lorsque vous avez débuté les activités en Batunazac, ça a voulu dire quoi? Et est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé lorsque vous avez répondu à l'appel du projet ODOF? C'était quoi, en tout cas, le plan de développement calqué aux normes existantes depuis le lancement en 2023 de l'e-Copper? Merci beaucoup. En fait, à la base, quand on a créé l'entreprise, il y avait déjà l'implication des coopératives. Donc, via le ministère en charge du commerce, on a recensé cette coopérative qui œuvre dans la production des tomates. Donc, dès le début, elles étaient là avec nous. Quand on a commencé, on faisait référence à des choses. D'abord, la qualité de la matière première, c'est-à-dire la tomate, et aussi la qualité du produit qu'on va produire. Le produit fini, jusqu'à maintenant, c'est le ketchup. Par rapport à la tomate, on pensait tout d'abord au calibre, c'est-à-dire le poids, la dimension de la tomate, et aussi à la qualité organoleptique. Donc c'est la qualité qu'on peut évaluer à travers les organes d'essence. C'est la couleur, il y a le goût, il y a l'odeur. Ben voilà. Et par rapport au produit fini, on pensait directement à la conformité du produit. Les premiers produits qu'on allait produire, est-ce que ça répond à la norme exigée? Et les ministères étaient là aussi pour nous rappeler maintes fois que, voilà, avant de faire circuler le produit, il fallait en avoir le certificat de consommabilité. Donc c'est à tout cela qu'on pensait au départ. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pensait déjà quand on a soumis notre candidature? En tant qu'agronome, oui. Mais on était aussi conscient que l'atteinte de cette qualité dépendrait de la maîtrise de la machine et de la technologie qu'on utilise. Donc, on savait déjà qu'il y a un défi qui nous attend pour atteindre l'exigence par rapport à la qualité. Merci beaucoup. En tout cas, on va le voir en long et en large après. Très opérationnellement, ça pourrait intéresser aussi les autres producteurs qui nous suivent. Comment vous avez relevé ces défis? Mais en soi, j'aimerais revenir un peu vers vous, Madame Rakoutmaïf. Lorsqu'on parle de qualité, on a un peu esquissé les pistes d'opportunités que ça peut ouvrir, mais on ne parle pas souvent des coûts de non-qualité. Donc, c'est ce qui m'amène à me tourner vers vous d'un point de vue macro. Qu'est-ce qu'on entend par coût de non-qualité? Comment vous le percevez? Et surtout, est-ce que actuellement ça a un impact sur le développement des entrepreneurs dans ce scope-là? En tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les coûts de non-qualité du point de vue de la PNM, si je le disais en un mot, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est vrai que quand on parle de qualité, on a toujours tendance à imaginer tous les coûts que ça va engendrer, mais ne pas surtout le prendre comme une opportunité d'épanouissement pour l'entreprise. Et en général, on a tendance à voir tous les coûts qui sont relatifs soit à la prévention de la qualité et qui vont être surtout vus dans tout ce qui est, M. Yassen l'a bien dit tout à l'heure, les infrastructures qui doivent être mises en place. Il y aura les coûts de formation, il y aura le coût des réunions de planification et tout ça. Ça fait partie de coûts de prévention de la qualité, mais surtout, il y a le coût de l'évaluation et c'est là que les entrepreneurs commencent à se questionner si la qualité est vraiment une opportunité ou bien si ça va devenir une contrainte parce que il y aura les essais en laboratoire qu'il va falloir faire, il y aura tout ce qui est audit de certification.
que je vais appeler coût d'évaluation. Alors, il y aura ces deux coûts-là, le coût de prévention et le coût d'évaluation. Mais si on compare un peu avec le coût de la non-qualité, on aura à peu près 3 ou 4 différentes catégories de coûts, à savoir le coût de, comment on appelle ça, le coût de défaillance interne. Déjà, au niveau de l'entreprise, si c'est là qu'on va constater la non-qualité, il y aura lieu de mettre en rébut les produits, il y aura lieu de déclasser. Cela aura un impact sur le coût, sur le prix sur le marché, puisque si on doit vendre le produit à 1000 arrières, il va falloir baisser le coût jusqu'à 800 ou 500 arrières. Il y aura de nouveaux essais qu'il va falloir faire si on constate des défaillances en interne, des revues de matériaux, d'autres investissements et tout ça. Mais à côté de cela, il y aura aussi ce qu'on appelle coût de défaillance externe. C'est quand les produits sont déjà sortis du magasin de l'entreprise et que c'est au niveau des clientèles que la qualité, la non-qualité a été perçue. Et c'est là qu'on va faire face à des réclamations des clients, on va faire face à des retours. On entend toujours parler de refoulement des produits venant d'ailleurs pour Madagascar. Il y aura des rappels. Certes, ce rappel de produits n'est pas encore vraiment très réalisé à Madagascar, mais ça devrait l'être. Et ça fait partie des exigences réglementaires que l'État demande également. Il y aura tout ce qui est garantie, service après-vente que les entreprises doivent réaliser. Ça aura un impact sur les charges au niveau de l'entreprise. Mais à part cela, il y aura la troisième catégorie qui est... n'a pas vraiment l'impact direct sur le produit, mais on va appeler ça les effets de la non-qualité. Et on sait tous qu'un client qui est satisfait va le dire à 10 personnes ou moins, mais si une personne n'est pas satisfaite de votre produit ou de votre service, ben, il va utiliser tout Facebook et les réseaux sociaux, tout ce qui va avec pour clamer haut et fort tous ces mécontentements, et ça aura un impact sur l'image de l'entreprise, de vos produits, et ça pourrait même aller jusqu'à des plaintes et de perte de clientèle. Et au final, ça va impacter la finance et les bénéfices qu'on va chercher à avoir. Mais quand on parle de qualité, on ne va pas s'en tenir juste aux produits et services, ou bien de système, mais il y a aussi ce qu'on appelle qualité interne, et ça a rapport avec l'organisation en interne de l'entreprise. Et là, il y aura ce qu'on appelle coût caché de non-qualité, puisque si l'organisation en interne de votre entreprise sera mal établie, ben, les personnels vont commencer à demander des permissions, à être absent et à être motivé. Et cela, au final, impactera sur que ce soit la qualité ou la quantité de production. Et c'est juste une cartographie de tout ce qui est coût de non-qualité. La question qui se pose actuellement, c'est pas vraiment si on va faire de la qualité. L'entreprise ne doit pas se demander s'il va faire de la qualité, mais surtout comment ça coûtera si on a une non-qualité à l'intérieur de notre travail. Merci beaucoup, Madame Rakout-Maïf. Et là, certainement, je me tourne vers Monsieur Rafsoulou Fouartséen. Le parcours de Lee Cooper, certainement d'une manière assez éloquente, ce que peut coûter aussi la pratique et les déficits de qualité. Donc, pourriez-vous nous partager les enseignements que vous avez tirés depuis le lancement de Lee Cooper sur les enjeux de la qualité, peut-être aussi les coûts de la non-qualité et la manière dont ces expériences ont remodelé vos pratiques et votre approche dans la gestion de l'entreprise aujourd'hui? Comme elle a bien mentionné tout à l'heure, les déficits en qualité, ça coûte cher à une entreprise.
Vous savez que je prends l'exemple des lycopères. S'il y a un déficit de qualité, ça concerne au moins un lot de production. Et un lot correspond à 1 tonne de produits finis. Donc vous imaginez, si jamais on n'arrive pas à satisfaire un client avec une telle quantité, ça va être une perte énorme pour l'entreprise en termes financiers, mais en termes par rapport au temps aussi. On perd du temps au lieu de continuer la production, on refait encore et ça coûte vraiment cher. Quelque chose un peu soft, mais on a remarqué aussi au niveau de l'entreprise, c'est que les déficits en qualité créent une sorte de crise de confiance entre les collaborateurs. Chacun essaie d'accuser l'autre. Voilà, il y a ça parce que peut-être quelqu'un n'a pas assuré son rôle. Donc, racheter tout cela, ça coûte cher. Donc, les leçons qu'on a apprises, c'est que, premièrement, il faut se donner le temps nécessaire pour le développement et la conception du produit. Ça, c'est quelque chose de très important. Mieux vaut perdre du temps en conception que de perdre du temps et de l'argent en production. Donc, il faut s'accorder le temps nécessaire pour la conception. La deuxième chose qu'on a remarqué aussi par rapport au matériel et équipements utilisés. Au départ, nous, on ne faisait pas attention quand on achetait des matériels, mais effectivement, il faut acheter le matériel professionnel et précis. Parce qu'avant chaque production, tout se passe à petite échelle au niveau laboratoire. Et si jamais l'équipement qu'on utilise n'est pas vraiment professionnel, il y aura un écart énorme en production et effectivement, on n'aura pas la qualité escomptée. Donc, c'est des choses-là qu'il faut... c'est des choses qu'il faut faire attention, à mon avis. Et est-ce que ça a changé la pratique? Effectivement, pour nous, oui. Maintenant, on pense par rapport à la chaîne, parce qu'il s'agit d'une gestion de qualité. Ce n'est pas au niveau d'un seul maillon qu'on peut assurer la qualité. C'est tout au long de la chaîne. La conduite de la culture des tomates, les choix du moment de cueillette. Ça, c'est très important aussi, parce que si on le fait de manière précoce, quelle que soit la magie qu'on va faire au niveau de la transformation, c'est sûr que si on n'a pas une bonne qualité au niveau de la tomate, ça ne va pas donner une bonne qualité des produits finis. Donc maintenant, c'est mon équipe qui descend sur terrain, qui anime et pilote la cueillette des tomates. Ce n'est plus les coopératives. Certes, il y a une sorte de concertation qui se fait à notre niveau, mais voilà, pour s'assurer qu'il s'agit vraiment d'une qualité, c'est mon équipe qui descend. Et au niveau de la transformation, on essaye actuellement de détecter ce qu'on appelle CCP, ou le point critique pour la maîtrise de la qualité. C'est devenu une habitude et ça change. Hein. Quand il fait chaud, c'est différent, mais quand il fait froid, c'est aussi une autre chose. Donc l'environnement de travail, il ne faut pas se dire que voilà, on a déjà atteint une certaine qualité et c'est contenté de cela, mais c'est une investigation continue, de manière continuelle. Voilà, donc et à côté de cela aussi, même si c'est encore de manière pas très avancée, mais on essaye actuellement d'assurer la traçabilité du produit. Si jamais il y a un déficit en qualité, ça va nous aider à remonter jusqu'à la source de nos maîtrises de la qualité. Donc pour chaque lot, on essaye d'établir une traçabilité, où est-ce qu'on a collecté les tomates, quel moyen de transport utilisé, etc. Donc, grosso modo, c'est
Merci beaucoup, Monsieur Ras-Louvartien, pour ce témoignage. C'est très important ce que vous révélez là. En tout cas, l'importance de bifurquer dans une logique de chaîne de valeur, de rester agile à l'écoute de l'environnement, en tout cas, qui peut créer des désarrois non maîtrisables et comme le fait du changement, en tout cas de température, de climat, et surtout là, l'importance de la traçabilité. On va revenir un peu en regroupant ces deux échanges. D'un côté, il y a une réalité locale qui a été mentionnée. De l'autre, il y a aussi une réalité à l'export, on va dire le refoule tel que vous l'avez évoqué, Madame Rakoutmaïef, des produits malagas. Ce qui m'amène à me tourner vers la CCIFM qui entretient quand même une vision stratégique des marchés régionaux et internationaux accessibles aux entreprises malagasy. Donc ma question c'est dans quelle mesure, dans ce champ de coûts de non-qualité, le déficit de conformité constitue-t-il aujourd'hui un frein structurel à l'accès de ces marchés? Et surtout, comment qualifiez-vous le manque à gagner pour les entreprises qui disposent pourtant d'un potentiel réel à l'export? Alors, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par mes confrères. Effectivement, la partie qualité est quelque chose de très important. Et ça, je pense qu'à la fin de ce panel, tout le monde, j'espère, en sera convaincu. Et là où je rebondis, c'est vraiment sur le système de management de qualité. Ça, c'est tout ce qui a été décrit par monsieur tout à l'heure. Effectivement, le système de management de qualité permet de mettre en place, dès le départ, que ce soit au niveau des agriculteurs, au niveau des producteurs, au niveau de tout ce qui est transformation, au niveau de toute la chaîne, je dirais, de commande jusqu'à la livraison au client, jusqu'au consommateur final. C'est tout un système, tout un process, en fait, qui doit être maîtrisé par chacun et qui peut être également, pas que pour le produit qui va respecter les normes de qualité suivant des exigences internationales, etc., mais qui va permettre, je dirais, d'avoir aussi un autre niveau de certification au niveau de l'entreprise, qui est aussi la certification ISO. Et ce process, cette culture qui va devenir un automatisme sur chaque chaîne de valeur, va permettre, je dirais, d'avoir une garantie déjà de départ pour le client, je dirais final. Je ne parle pas du consommateur, mais déjà pour le client final, qui va dire « Ah bah tiens, je peux travailler avec cette entreprise parce que déjà elle est ISO ». Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, surtout au niveau de l'export, des grands groupes, ne travaillent pas avec les entreprises qui ne sont pas à la base ISO, qui ne respectent pas ce système de management de qualité. Et c'est là, en fait, où on va parler de coûts supplémentaires pour ceux qui ne le sont pas déjà dès le départ ou qui ne rentrent pas forcément dans cet état d'esprit de dire bah tiens, moi mon objectif, je rentre déjà dans un processus qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même je ne suis pas encore certifié, j'ai déjà commencé la démarche. Et le fait de commencer la démarche va permettre déjà d'avoir d'une certaine manière de limiter, je dirais, ces coûts de la non-qualité, parce que ce coût de la non-qualité, quoi qu'on en dise, va avoir un impact au niveau financier sur le coût de revient, parce que si on n'a pas respecté un bout de chaîne, bah, comme dit monsieur, bah, il faut qu'on revienne en arrière. Où est-ce que ça n'a pas marché? Combien ça va me coûter de le remettre en norme? Donc c'est là où c'est déjà très important pour ceux qui se lancent justement dans l'exportation, que ce soit de services ou de produits, de réfléchir déjà en amont quels sont tous ces processus. Et pour y parvenir, évidemment, bah, voilà, c'est une méthodologie pour éviter le gaspillage, éviter le rebut, en disant, bah, en fait, j'ai tellement bien maîtrisé toute cette chaîne-là que ça fonctionne. La non-conformité, évidemment, est une barrière à l'exportation. Et on revient toujours au même plan. Si on ne respecte pas cette qualité, si on ne respecte pas les normes sanitaires, techniques, traçabilité, ça va être les barrières que l'entreprise elle-même se met au lieu de se faciliter. Par ailleurs, ce manque à gagner, bah, c'est une perte d'accès au marché. Pour y parvenir, bah, la CCIFM est là aussi pour
mettre en place, je dirais, des programmes de formation, parce que pour accéder à ça, il faut de la formation. À chaque étape, il y a la formation technique, on ne va pas se substituer, je dirais, à une expertise d'une entreprise qui va faire des tomates, qui va faire des cornichons ou autre, mais c'est une formation qui peut permettre à la personne, je dirais, de comprendre justement cette automatisation et cette culture qualité. Pour également éviter, je dirais, peut-être des problèmes structurels par la suite, qui va être un frein, pour limiter aussi, je dirais, l'intégration de la chaîne de valeur au niveau régional et international, qui va respecter certains nombres. Et puis, en fin de compte, je dirais, l'accompagnement que nous faisons, c'est aussi identifier les écarts de conformité entre le réel et ces normes, et toujours pour faciliter, je dirais, à l'accès au marché. Et également aux services qui permet, je dirais, d'accompagner ces certifications-là. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En tout cas, sur tout ce qui est coût de non-qualité à l'export, ça a été très clairement développé. Là, j'ai envie de me tourner vers, en tout cas, les grandes distributions des produits. En tout cas, nous, on le voit, c'est pas seulement à l'export qu'ils peuvent être refoulés, mais il y a aussi des très bons produits qui peuvent refusés d'accéder aux rayons des grandes distributions. Pour l'expérience au sein de U, quels sont les freins les plus fréquents que vous pourriez nous partager ou que vous observez, et qu'est-ce que ça coûte concrètement à un entrepreneur de perdre, par exemple, un référencement chez vous? Ok. Pour répondre à ces deux questions, il est déjà important de déterminer le sens du terme bon ou très bon, parce qu'en fait c'est assez subjectif. Il faut spécifier en fait la cohérence, c'est-à-dire que le produit il n'est pas mauvais en soi, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la qualité en GMS c'est surtout la promesse. Il n'est pas mauvais en soi, mais il n'a juste pas tenu sa promesse. Un produit qui peut être positionné comme premium, par exemple, mais qui finalement ne l'est pas. Je reviens encore sur mon croissant. Il y a un client, par exemple, moi, je veux acheter un croissant au beurre. Certes, il a la forme du croissant, il a le goût d'un croissant, mais il n'a pas le goût du beurre. Moi, j'ai acheté un croissant au beurre à un prix qui vaut un croissant au beurre, mais que finalement, on me propose un croissant à base de margarine. Donc c'est ça en fait la cohérence entre ce qu'on propose, le positionnement du produit, et le produit final qu'on met en rayon. Nous rencontrons en effet plusieurs blocages classiques, je dirais, liés à la non-qualité, non seulement, je le rappelle, du produit lui-même, mais aussi au service rendu derrière. Donc je parle ici par exemple du frein logistique que Madame Joanne a bien spécifié tout à l'heure, qui a une volumétrie qu'il faut qu'on maîtrise dans la distribution d'un produit, que ce soit à l'international ou même national, parce que généralement les artisans ou les PME qui entrent dans cette phase de pré-industrie ne mesurent pas vraiment. Donc on rencontre plusieurs lancements qui marchent très bien et qui finalement disparaissent après quelques temps parce que finalement le client il adore, mais le produit n'est pas disponible. Donc du coup il s'efface petit à petit du rayon et donc il sort du magasin carrément après quelques temps. Donc ça c'est un frein surtout logistique. Et puis il y a aussi la partie fluidité. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les GMS c'est un concept de libre service. Donc on demande une certaine fluidité en rayon. L'attente en caisse, c'est problématique. Donc l'absence de code barre, par exemple, qui soit illisible ou trop petit, qui ne scanne pas en caisse, ça peut être aussi un frein pour le produit. Donc ça revient un petit peu peut-être vers le packaging qui présente pas des informations claires, compréhensibles et lisibles par le système en caisse. Donc, je pense qu'ils ont bien tous développé le coût de la non-qualité qui est assez évident, on va dire, parce que maintenir un certain niveau de qualité, c'est un engagement gagnant-gagnant, parce que ça permet au producteur de garder sa place en rayon. Et puis, ça permet aussi à l'entreprise, donc à nous, en CNGMS, de renforcer notre image en proposant
une constance de qualité et de disponibilité. Et bien sûr, tout le monde est content, hein. Ça crée une relation de confiance envers le client, le producteur et l'enseigne. Donc le coût de la non-qualité, c'est l'opposé de tout ça, on va dire. Donc c'est un client qui n'est pas content, qui ne veut pas revenir. C'est un produit qui sort du rayon. C'était un chiffre d'affaires qui a été, que vous avez gagné, que finalement ne l'est plus. Donc pour nous, la non-qualité, le coût de la non-qualité, c'est un peu tout ça. Merci beaucoup, Madame Ranjaren. En fin de compte, là, ce qui est évident et sur lequel on est unanime, c'est que la qualité, au-delà du coût, ça peut aussi représenter derrière un handicap majeur dans la croissance de l'entreprise si on n'y prête pas assez attention, ce qui nous amène aussi derrière, parce que c'est aussi un investissement. Donc on a un peu abordé qu'il peut y avoir des retours sur investissement lorsqu'on investit dans la qualité, mais concrètement, quels sont alors ces leviers, ces opportunités disponibles dans l'écosystème entrepreneurial malgache au regard des structures présentes ici respectivement. Et peut-être qu'on va commencer par le bureau des normes à Madagascar. Si l'un de nos auditeurs aujourd'hui souhaite engager une démarche de qualité dès demain, comment il fait, c'est quoi le processus qu'il actionne, comme s'il va chez votre structure, quelle est la démarche qu'il pourrait engager, s'il vous plaît? D'accord. Alors, la première étape, c'est vraiment de choisir la norme qu'on veut adopter, qu'on veut mettre en œuvre. On a le choix entre mettre une mise aux normes par rapport aux produits ou à des services. Là, il va falloir choisir une norme sur des produits ou sur des services, ou bien à mettre en œuvre une norme sur le système de management. Et je tiens à spécifier que c'est vrai que comme l'a bien dit Madame Joanne tout à l'heure, la plupart des partenaires ou bien des importateurs étrangers actuellement requièrent à ce que les exportateurs, les entrepreneurs soient conformes aux normes de système de management. Mais je tiens à souligner que le fait d'être conforme à une norme de système de management ne signifie pas automatiquement que nos produits soient conformes aux normes. Ça veut dire que nous gérons nos activités d'une bonne manière. Parce que l'ISO 9001, par exemple, c'est le système de management qualité, c'est-à-dire qu'on met en œuvre la qualité dans notre méthode de gestion quotidienne. Il y a, par exemple, l'ISO 14001, qui est le système de management environnemental, qui signifie que on respecte l'environnement dans notre méthodologie de travail quotidien. Mais ça ne signifie pas que les produits qu'on va vendre sont réellement conformes aux normes qui doivent être respectées, soit en matière de calibre, de teneur en eau, de microbiologie, de teneur en microbiologie et tout ça, qui sont des choses vraiment techniques et pures aux produits. Alors, la première étape, c'est vraiment de choisir est-ce qu'on va se faire certifier produit ou système de management. Alors, on va demander ces normes-là. Le bureau des normes est là. On a toutes les normes nationales à notre niveau qui sont accessibles, que ce soit normes nationales ou bien normes de l'ISO. Vous pouvez nous approcher pour avoir ces normes-là, ou bien également normes africaines de l'ARSO, puisque actuellement avec la ZLECAF, il y a une ouverture de marché au niveau africain et qu'on doit vraiment prendre en considération également. Après cela, on va mettre la norme en fonction à notre niveau, au niveau de l'entreprise. On va suivre tout ce qui est exigence énoncée dans les documents et on va faire des essais, des audits internes, on va faire des évaluations à l'interne pour s'assurer que les normes sont vraiment
mises en place au niveau de l'entreprise. Dans ce cas-là, les entreprises peuvent faire appel à des accompagnateurs ou bien des formateurs. On est également sur ce sujet en tout ce qui est matière de normalisation ou qualité. Le bureau des normes est là. À part cela, une fois qu'on est sûr que la norme est bien mise en place, on peut maintenant demander à se faire certifier. Et c'est là qu'il y aura audit par tierce partie. On va demander si, par exemple, on va certifier nos produits. Il n'y a que le bureau des normes qui est habilité à faire cela par rapport à la norme nationale. On peut certifier les produits par rapport aux normes nationales. On peut faire appel à l'EcoCert pour la certification bio, par exemple. On peut faire appel à d'autres organismes de certification. Ce que je tiens à souligner, c'est que un organisme de certification ne peut pas accompagner et en même temps certifier. C'est dans le respect de principe de l'impartialité pour s'assurer qu'on ne soit pas en même temps jugé partie et qu'on va certifier ce qu'on a nous-mêmes mis en place. Et au niveau du bureau des normes, alors il va falloir choisir entre est-ce qu'on va se faire certifier ou se faire accompagner par le bureau. Voilà, je dirais, en grosso modo, ce qu'on doit faire pour... Peut-être avant qu'on enchaîne avec d'autres interventions, ça pourrait être intéressant aussi pour nos auditeurs d'avoir un peu le coût. Ça coûterait combien d'une démarche au sein du bureau des normes et ça prendrait combien de temps? Parce que c'est souvent aussi un facteur qui est inhibitrice d'intention à entamer cette démarche, usuellement pour les producteurs locaux qui voudraient se lancer. D'accord. En ce qui concerne la vente des normes, on a déjà établi en interne actuellement, on est sur un ajustement tarifaire, on met en place un système tarifaire pour tous les services que nous offrons. Nous avons des tarifs, des normes qui seront bientôt disponibles, mais que vous pourrez demander à notre niveau. En ce qui concerne l'accompagnement et la formation, ce sera plutôt au cas par cas. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de paramètres qu'on va considérer pour vraiment mettre en place la tarification, mais quand même il y aura une base qui sera applicable selon les catégories d'entreprises, pour les grandes entreprises, les start-up, les coopératives et tout cela. Mais à part cela, pour tout ce qui est certification produit, jusqu'à présent, on a le frais de certification initial qui est de 2 millions d'ariars à notre niveau, accompagné de tout ce qui est frais connexes, les honoraires des auditeurs et transport des auditeurs et tout cela, ce sera à la charge de l'entreprise. Et ça va dépendre de où va se faire la certification. Merci beaucoup, Madame Zarassou. Lorsque vous évoquez l'importance aussi de se faire accompagner derrière, je me tourne à la CCIFM. De tous nos échanges aujourd'hui, l'opposition de la CCIFM est assez claire, facilitateur, mais aussi un pont entre les entreprises et aussi le marché régional. Et là, ma question, c'est pour les entrepreneurs qui nous suivent, qui souhaiteraient en tout cas bénéficier des différents services. De un, comment ils font? Est-ce qu'ils peuvent intégrer ces opportunités-là s'ils ne sont pas membres? Est-ce qu'il faut qu'ils deviennent membres? Comment ils peuvent le faire? Et dans les deux schémas, les membres et les non-membres, quels sont les leviers disponibles au sein de la CCIFM pour appuyer ces entrepreneurs-là? Alors, principalement, effectivement, on répond d'abord avant tout à l'ensemble de nos membres. D'où l'intérêt, justement, d'adhérer à la CCIFM, de devenir membre de la CCIFM. Donc, c'est une démarche qui n'est pas très compliquée. Il suffit d'écrire, envoyer un mail à adhesion@ccifm.mg. Et à partir du moment où, après, on peut être parrainé également, donc à travers le réseau de membres, ou en fonction des entreprises qui n'ont pas forcément, qui connaissent pas encore
le réseau, il y a aussi les réseaux sectoriels pour lesquels on peut adhérer et puis de crescendo remonter au niveau de la CCFM. Effectivement, nous sommes un pont à la fois sur les marchés nationaux, régionaux, internationaux. Je dis déjà nationaux puisque parmi nos membres nous avons aussi donc le Super U. Donc c'est pour l'ensemble de ceux qui produisent, on peut déjà les mettre en contact avec notre propre réseau d'une part, et on intervient évidemment en tant qu'interface directe de ces entreprises en fournissant les informations, que ce soit sur les opportunités de marché, que ce soit également toujours les normes, les exigences de ces marchés-là. On propose également aussi des programmes d'appui en formation, en ateliers, centres de documentation, et des conseils également pour structurer les démarches qualité progressives, toujours en mettant la mise en réseau. On agit également, je dirais, de temps en temps à travers des sessions d'information ou des moments de réseautage pour nos non-membres. Ça peut également arriver, mais effectivement, c'est pas forcément le même service qu'on pourrait offrir au niveau de la CCFM directement. Donc, en tout cas, on met en relation à travers des partenariats techniques, également, je dirais, entre les acheteurs, les distributeurs, mais en tout cas, grâce également à des événements, je dirais, B2B que nous faisons. Donc, je prends l'exemple dernièrement avec le CEO Summit. On a donc des conventions avec des groupements d'entreprises au niveau de la région, que ce soit avec Team Explore ou Club Export ou à travers le MEDEF Réunion, donc à travers ça, ou même avec la DIM de Mayotte. À travers ça, quand ils viennent sur Madagascar, on organise des rencontres B2B où il y a des manifestations, d'appels à manifestations, je dirais, d'entreprises membres de ces organisations qui nous interpellent d'abord en disant, voilà, on cherche tel type de produit, tel type de producteur, etc. On aimerait bien qu'on soit mis en réseau, mis en contact. Mais c'est à travers ça qu'on organise aussi donc des réunions B2B pour vraiment créer ce pont et accompagner les entreprises justement à bénéficier, je dirais, de ce réseau. Et puis, pour finir peut-être sur les programmes d'appui, actuellement nous bénéficions donc du programme RAISE, qui est un programme qui est aussi financé conjointement par l'AFD et l'Union européenne. Et ce programme, nos membres peuvent en bénéficier toujours à travers des formations, à travers justement des appuis à l'exportation également, donc avec différentes activités que nous mettons en place, que ce soit également, je dirais, des délégations d'entreprises qu'on emmène pour des salons à l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et j'en profite pour inviter les auditeurs à aller checker la page de la CCFM ou le site web pour voir le process et pouvoir se rapprocher davantage et poursuivre les échanges. Madame Ranjia Narana, là, on a beaucoup parlé, en tout cas, de la question de la qualité tout à l'heure. On a parlé des contraintes. Pour un entrepreneur local, que ce soit à Tananarive ou en région, quelles opportunités concrètes peuvent être activées aujourd'hui en misant sur la qualité, que ce soit pour se positionner sur le marché national via les distributions U, mais aussi sur le marché international via également les autres enseignes dans les autres régions? On va dire que les exigences des GMS ne sont pas gratuites, mais ce sont des garanties de succès mutuel. Donc pour nous, c'est l'escalier qui permet de passer d'une production de district à une présence nationale. Donc pour nous, Magasin U spécifiquement, c'est d'assurer une présence dans 10 magasins déjà,
Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 7 Super U à Tana, on a 3 U Express, on a 7 magasins à Tana avec 7 Super U et 3 U Express, donc 10 magasins au total. C'est une opportunité de toucher près de 120 000 clients par semaine. Donc être référencé chez nous, c'est avoir la chance de passer devant 120 000 clients. Et puis, c'est une opportunité aussi de faire découvrir votre produit dans ce réseau, faire des animations, faire des promotions, etc. Parce que nous, on fait des actions spécifiques pour les produits Vita Malagas. Comme je disais, initialement, on travaille avec le CIM où on définit une période où on va parler uniquement des produits labellisés. Pour les produits Vita Malagas, on réserve la partie 26 juin, le tract 26 juin pour les produits spécifiques Vita Malagas. Pour ce qui est de l'international, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que les normes et le volume, c'est une toute autre dimension. Parce que rien que les tracts, on va dire, je vais faire une comparaison très simple. Rien que le tract promotionnel des magasins U de Madagascar et le tract promotionnel des magasins U d'ailleurs, c'est très différent. Ailleurs, il y a plus de textes que de photos. Les mentions légales ne sont pas du tout les mêmes. Donc moi, personnellement, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Moi, j'ai juste un message renforçant d'abord le local. Et puis après, on verra tout ce qui est partie internationale. Merci beaucoup. Et c'est sur cette dimension où on va renforcer le local que je me tourne vers Monsieur Raslou Fortsen. Quel message adresserez-vous à un entrepreneur qui souhaiterait se lancer dans la production locale, un entrepreneur, pourquoi pas aussi déjà bénéficiaire de l'ODOF, et qu'est-ce que la qualité vous a ouvert comme porte et que vous n'imaginez pas au départ que vous pourriez partager? D'accord. La première chose à dire pour moi, c'est d'abord commencer. Il faut commencer, il ne faut pas hésiter à commencer. Parce que quelle que soit la taille ou les types d'entreprise, il y aura toujours des améliorations à faire. Ça, c'est sûr. Donc, si vous commencez tôt, vous aurez le temps nécessaire de bien développer votre service ou votre produit. Donc, premier conseil, c'est il faut commencer, il ne faut pas hésiter. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est il faut se faire confiance. Pour les bénéficiaires ODOF, vous avez été sélectionné. C'est-à-dire, il y a déjà une étape que vous avez déjà franchie, comme quoi vous avez été meilleur parmi tant d'autres. Donc, il faut avoir cette confiance-là, parce que quand on commence, ça a été le cas pour nous, il y a beaucoup de gens vont nous dire beaucoup de choses, hein. Mais la confiance, c'est quelque chose de vraiment important. Mais à côté de cela, il faut savoir aussi écouter les bons conseils. Et c'est à vous d'analyser tous ces conseils-là. Si vous estimez que ces conseils pourraient vous faire avancer, alors il faut les prendre en compte. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est que quand on produit, il faut que nous d'abord, nous soyons convaincus de ce qu'on propose. Avant de proposer le produit aux autres, essayez d'abord que vous et votre équipe, vous êtes vraiment satisfaits. Tant que vous n'êtes pas encore satisfait, continuez le travail. Et une fois que vous estimez que voilà, on est au stade où on veut, c'est à partir de ce moment-là qu'il est vraiment nécessaire de partager ou de faire circuler le produit. Mais quand vous n'êtes pas encore satisfait, il faut continuer. Par rapport aux opportunités, une fois que vous arrivez à produire un produit de qualité, le produit va parler de lui-même. Le produit va se faire connaître. Certes, on en a besoin toujours de faire connaître, des promotions, etc. Mais la base, c'est ça.
tant que le produit n'est pas encore satisfaisant, bon, c'est difficile de faire connaître ces produits. Mais une fois qu'on a la qualité, ben voilà, il y a des bouche-oreilles qui vont se développer. Les gens vont venir vers vous. Notre cas, on a reçu pas mal d'appels venant des hôteliers, des grossistes, des revendeurs. Donc tout ça, c'est pas 100%, c'est pas tout le monde qui vont contacter, qui vont proposer des contrats, mais certes une partie. Hein, c'est sûr que vous allez conclure des contrats avec eux. Et la surprise pour nous, c'était l'accompagnement que des structures et des experts nous réservent. Ils étaient là pour nous suivre, sans qu'on le sache avant. Et à un moment donné, ils se manifestent et ils viennent vers vous. Et ils se disent prêts de nous accompagner. Les cas locaux, c'est par rapport au packaging. Et on s'est fait vraiment accompagner par des experts, par des gens qui savent les marchés, les circuits. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant et important pour nous. Et puis, il y a les internationaux, les experts internationaux qui accompagnent aussi, parce que le produit qu'on propose les intéresse, tout en sachant que maintenant, la qualité n'est pas encore au rendez-vous, mais ils nous accompagnent jusqu'à ce qu'on ait cette qualité-là. Et à l'heure où on parle, on est encore à ce stade, et nous espérons bien que bientôt, on va conclure des contrats avec eux. Voilà, si je peux caricaturer, hein, pour moi, la qualité, c'est le moteur qui propulse un entrepreneur ou une entreprise vers le succès. Merci beaucoup, Monsieur Hassan, pour ce partage et ce message de fin. Peut-être pour conclure la partie où on fait des échanges entre panélistes, on va peut-être faire un dernier tour dans le même esprit, un dernier petit message pour les entrepreneurs qui nous suivent, qui commencent, de la part aussi des autres intervenants. Peut-être qu'on va commencer par Madame Zarassou. En tout cas, un message en 1 minute et on passe aux questions-réponses avant de clôturer la séance après. Un message pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer et qui voudraient emboîter le pas de l'e-copper, par exemple. D'accord. Juste au vu de tout ce qui a été dit, même aujourd'hui, à l'occasion de ce panel, j'espère que ceux qui nous ont suivis ont été convaincus de l'importance et des avantages que peut apporter la qualité dans notre business. Et pourquoi déjà on forme des coopératives? Pourquoi est-ce qu'on réalise nos activités, on fait nos affaires? C'est pour déjà, on peut se dire que c'est pour satisfaire à la clientèle, mais au final, c'est pour avoir des chiffres d'affaires qui montent et pour avoir des contrats, pour avoir des bénéfices. Alors, ce que je dirais, c'est que n'hésitez pas de mettre en place la qualité. Si vous n'aurez pas la qualité aujourd'hui, ben, c'est un outil d'entraînement. Entraînez-vous à chaque fois. Faites en sorte que vous arrivez à votre objectif en matière de qualité. Utilisez des normes. Le BNM est là en matière de normes, de formation, d'accompagnement et certification, tout ça. Utilisez les normes, entraînez-vous et jusqu'à ce que vous obtenez votre objectif final. Voilà. Merci beaucoup, Madame Zarassou. Madame la Présidente, un mot pour les entrepreneurs qui nous suivent et qui aimeraient aussi, en tout cas, évoluer dans l'export et en tout cas connaître une croissance à l'instar de beaucoup sur le marché aujourd'hui. Je pense que je vais résumer quelque chose on va dire, pour que ça soit plus simple et plus, je dirais, plus concis. La qualité n'est pas un coût. Je pense qu'on l'a suffisamment dit tout à l'heure. C'est la non-qualité qui représente plus un coût qu'autre chose. Je dirais c'est vraiment un investissement. La qualité est un investissement qui ouvre les marchés et qui en plus sécurise la croissance. Donc c'est vraiment quelque chose, je dirais, je pense que quand on démarre un projet, c'est
un des premiers facteurs, je dirais, de développement et de croissance et de pérennité d'une entreprise. Merci beaucoup. Madame Rangianaran, un dernier message de la part des grandes distributions pour les entrepreneurs. Moi, je dirais que la qualité ne devrait pas être perçue comme un mur qui sépare du marché, mais plutôt comme une fondation qui va construire votre réputation et votre notoriété. Donc nous, chez U, notre porte elle est grande ouverte pour ceux qui acceptent ce défi. Donc je dirais juste quelques mots à retenir, c'est que le prix, il attire le client, le marketing, il le séduit, mais seule la qualité la fidélise. Donc faites de la qualité votre signature et puis nous nous chargerons de vendre au niveau des clients. Voilà. Merci beaucoup, chers panélistes. On va maintenant prendre, au regard du temps, 15 minutes d'échange de questions-réponses. On a aujourd'hui l'immense privilège d'avoir plusieurs bénéficiaires de l'ODOF qui nous suivent en présentiel. Donc on va prendre prioritairement vos questions. Il y a aussi les questions de ceux qui sont dans la salle via Teams, mais également les questions recueillies lors de l'inscription. Donc, s'il y a des questions dans la salle à l'endroit des panélistes, c'est le moment. Voilà comment on va procéder. On va prendre 3 questions. Donc, je vous invite à cibler les questions. Ça va à l'endroit de qui et une question qui est formulée, si possible, mesdames et messieurs, en 2 minutes maximum. Et question, on dit question, c'est question. Donc, on va dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous pouvez le poser en malgache, il n'y a pas de souci. Juste, on pourra traduire si besoin. Mais en tout cas, essayez d'être à l'aise. Donc, c'est le moment. Ok, d'accord. Je vais vous passer le micro. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je vous remercie, chers monsieur et madame les panélistes. C'est vraiment très clair. Je me présente madame Noufi Andiana, gérante propriétaire de la société ILU Project, bénéficiaire également de projet ODOF. Mais je préfère poser mes questions en malgache, comme ça mes confrères vont aussi, si vous me le permettez. Merci. Voalohany indrindra angamba dia makasitraka betsaka ny tamin'ny famelabelarana rehetra ary hita fa tena hoe intéressant daholo ny panéliste présent. Voalohany indrindra ho anay iloha efa nametraka hatramin'ny voalohany ny resaka qualité raha vao nanomboka ny namorona ny société. Nanaraka teo moa zany ny fahazahoana ny resaka ny sitraka ny resaka ny projet ODOF izay narahana formation sy accompagnement betsaka tao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra. Dia ankehitriny mahafaly anay koa ny mampafantatra raha vao nanatrika salon anankiray dernièrement teo fa mba tsy hoe mba moa zany élu ou meilleur produit ny produit anay ka mba mino hoe zay koa zany ny anton'izao zavatra zao mba mitohy le izy hoe raha élu meilleur produit ianao dia tokony inona zany mbola fanatsarana tokony andalovana mba azahoana norme certification sy ny rehetrarehetra ahafahana miditra ao anatin'ny CCI FM satria koa efa en attente na agrément définitif amina exportation izahay ahafahanay miditra ao amin'ny distribution U zany rehetrarehetra zany dia faly izay nanatrika an'izy. Fanontaniana dia hoe eniko ny madame tao anatin'ny anany madame le directeur teo zao nisy hoe norme nationale raha tsy diso hoe ahoana zany aloha no mety ahafahana mahazo an'izay norme nationale zay. Dia efa voavaly teo ihany koa moa zany le hoe ahoana ny ahafahana miditra ao anatin'ny CCIFM satria manana ny eritreritra ny anoy amina resaka exportation koa zahay ary farany ho an'ny mpanjifa malagasy rehetra dia zahay mbola tsy ao anatin'ny réseau de distribution zany hoe ny grande distribution
dia maniry ihany koa ny hiditra ao anatin'ny U. Mankasitraka tompoko. Monsieur Pernal, coordonnateur ny coopérative Tanjona Mamokatra, Brica Chips, Bricaville. Zay moa zany dia anisan'ny sitraka ny projet Odofo. Araky ny tenen'ny monsieur Asina teo, tsy afa-po amin'ny tokony tena mpanodina aloha ny tena afa-po amin'ny produit ataony tena zany. Nefa zay aloha hatramin'izao tsy mety afa-po satria nomenanay ny machine fa tsy nahazo formation mihitsy zay hatramin'izao. Tsy nahazo. Fa dia niezaka fotsiny zay zany nitsera niezaka nanodina fotsiny aloha fa tsy zay zany tena olana lehibe ihany tsy nahazo formation mihitsy zay. Ka zay zany tena mbanga-tany hoe mba hisy fiofanana ahafahany mba ho afa-po tsara amin'ilay vokatra mba ho dinan'ny orinasa. Zay ny tena olana betsaka le ihany. Misaotra betsaka koa amin'ilay ahafahana miditra amin'ilay membre ny CCFM. Tena intéressant be ny information namena teo iny. Misaotra betsaka. Si je résume, donc il y a une question qui vous a été adressée par rapport aux normes locales. Et il y a aussi également, je pense que la question sur comment intégrer le réseau de distribution qui peut être intéressante. Il y a une question qui a été posée lors de l'inscription qu'on a relevée, qui peut concourir à, en tout cas, qui serait intéressant de mixer avec ces questions posées aujourd'hui là. En fait, c'est quelles sont les différentes sources de financement pour les certifications, surtout pour une coopérative. Est-ce que au niveau de la CCFM, il y a ce type d'appui financier pour aider les entrepreneurs ou d'autres structures politiques publiques aussi qui prodiguent ce genre de programme? En tout cas, je pense que c'était dans ce sens la question. Et une question qui peut aller à l'endroit aussi de M. Yatin, c'est à quel stade d'évolution, en fait, une jeune coopérative a-t-elle besoin d'être certifiée? Donc voilà, je pense qu'on va faire le tour et on va commencer par vous. Et si d'autres panélistes voudraient intervenir aussi pour répondre à certaines questions, on pourra faire ainsi de suite. D'accord, merci beaucoup. Merci à ILU Project pour la question. Les normes nationales sont accessibles pour consultation sur place au niveau du bureau des normes de Madagascar à Souarane. On a notre siège à Souarane, je dirais la rue qui mène vers Ambunj, la rue Renanji Amapanj. Vous pouvez nous approcher, mais je pense que vous pouvez également nous envoyer des emails. On a notre site web www.bnm.mg déjà. Pour avoir plus d'informations sur le BNM, mais vous pouvez nous envoyer un email via bnm@bnm.mg. Nos normes sont également disponibles pour achat, comme je l'ai dit tantôt, par version électronique. Et vous pouvez nous envoyer des emails et nous demander cela. En ce qui concerne les sources de financement pour la certification, je vais juste peut-être partager des cas que nous avons déjà rencontrés, parce que ce que nous faisons au niveau du bureau, c'est de recevoir des besoins en certification et d'enclencher les procédures à notre niveau sans vraiment tenir compte d'où vient l'argent. Mais ce que nous avons pu constater depuis, c'est qu'il y a certains projets
qui sont surtout en ce qui concerne l'agroalimentaire, qui financent, je vais prendre par exemple le secteur de la fortification alimentaire. Il y a des projets qui financent les entreprises et les accompagnent jusqu'à la certification des produits, et vous pouvez peut-être faire appel à ce genre de projet-là. Merci beaucoup. Monsieur Hassan, à quel stade de l'évolution une coopérative ou même une entreprise devrait penser à se faire certifier ou en tout cas enclencher les processus de normalisation? Merci beaucoup pour la question. Pour un jeune entrepreneur, derrière cette question, j'entends que c'est parce que c'est quelque chose qu'on a vécu, c'est qu'on est limité en termes de financement. Donc, quand on commence, effectivement, il faut assurer ce qui est demandé par rapport au texte, je veux dire. Si on œuvre dans l'agroalimentaire, effectivement, le certificat de consommabilité, c'est la première des choses qu'il faut assurer. Mais à quel stade on en a besoin de se faire certifier? De par notre expérience, quand on veut augmenter la part des marchés, c'est là qu'il faut investir dans la certification et dans la qualité. Pour se donner une place au niveau du marché, on va dire local ou national, il faut vraiment savoir convaincre. Il y a les produits là, mais comme qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y a toute une histoire derrière chaque produit. Et la certification fait partie de l'histoire du produit. Et donc, à mon avis, c'est à ce stade-là qu'il faut foncer dans la certification. Quand on veut pénétrer plus de marchés, augmenter sa part de marché, pour faire aussi plus de chiffres d'affaires. Merci beaucoup. Sur la question, est-ce qu'il existe des financements dédiés à la certification? Alors, de notre part, on peut donner des renseignements, mais à ma connaissance, il n'y a pas forcément des financements qui sont dédiés à la certification. Par contre, il peut y avoir des financements qui tournent autour de la manière, je dirais, d'aller jusqu'à la certification. Par exemple, faire appel à un expert ou faire une formation, etc. Donc, ce sont des démarches d'appui qu'éventuellement la CCFM peut trouver à travers des programmes qui sont amenés avec, je dirais, des programmes qu'on signe avec des partenaires techniques et financiers. Ça serait éventuellement possible. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et enfin, Madame Rangiarana, pour pouvoir intégrer le réseau de distribution, c'est comment la démarche concrètement, comment les entrepreneurs devraient s'y prendre, s'il vous plaît? Concrètement, tout ce qui est référencement, tout ce qui est filtre, entre guillemets, on va dire, ça se passe au niveau de notre siège. Donc, c'est au niveau du siège, en fait, qui référence le produit avant que ça soit présent dans tous les magasins. Donc, concrètement, ce que je vous invite à faire, c'est de passer à notre siège social à Boutfoun, à Waterfront. Et comme on gère plusieurs fournisseurs, des centaines de fournisseurs, il faut juste prendre rendez-vous avec le directeur commercial et marchandises, et puis venir avec votre échantillon de produits, le prix auquel vous proposez votre produit, et puis vous vendrez le produit avant qu'on puisse le présenter en rayon. Voilà. Merci. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci également à tous les auditeurs, que ce soit en salle ou sur Teams ou sur Facebook. Il est 11h30, on arrive au terme de notre séance de masterclass. Ce fut une masterclass très enrichissante et je vous invite à vous abonner à la page de Miaracap pour voir les prochaines actualités, que ce soit en termes de programmes d'accompagnement ou que ce soit en termes d'opportunités diverses telles que formation ou surtout masterclass.
On en réserve plusieurs pour vous cette année sur d'autres programmes. En tout cas, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Là, j'inviterai les panélistes à venir faire un tour sur les produits des bénéficiaires de l'ODOF. Il y a une petite exposition derrière pour échanger, prendre aussi des feedbacks de vous sur que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes d'opportunités et aussi un moment pour réseauter un peu avec les bénéficiaires qui viennent de loin. En tout cas, merci mesdames et messieurs et je vous invite aussi à faire une petite photo ensemble avant la clôture. Peut-être qu'on va faire d'abord entre panélistes et après avec les bénéficiaires de l'ODOF. Merci beaucoup.